Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons discuter sommeil, le sommeil des enfants, mais aussi le sommeil des parents. Du coup, comment faire pour améliorer le sommeil de vos enfants? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Laetitia au Lion d'Or. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, tu es une spécialiste du sommeil. C'est ça. Et tu as créé ton entreprise qui s'appelle Au Lion d'Or. Oui. Alors, pourquoi ce nom? Au lit, on dort. Ah, ok. Pour le petit jeu de mots. Et puis au lion d'or, parce que toutes les mamans sont des petites lionnes pour moi, qui font des petits lionceaux. Donc voilà, au lion d'or. Tout à fait. Eh bien, pour toi, c'était important de travailler sur le sommeil. Tu as 2 enfants déjà? Oui, c'est ça. Alors, j'ai 2 enfants et je suis une grosse dormeuse moi-même. Et ça faisait partie des choses qui me faisaient peur avant ma première grossesse. Ma première fille est un bébé très facile, comme on dit, qui dort facilement. Donc, je me suis dit, c'est bon. Et lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième bébé, j'ai eu ce stress qui est encore revenu en me disant, là, c'est sûr, je vais pas dormir. Tout le monde dit que le deuxième est différent que le premier, ce qui est vrai. Oui. Et du coup, j'ai commencé à me former seule, m'auto-former sur le sommeil des enfants. Et en fait, je me suis aperçue, j'ai pris connaissance qu'il y avait de réelles informations à connaître, à savoir, pour mettre des choses en place pour faciliter effectivement le sommeil des bébés, des enfants, et forcément des parents. Et du coup, je me suis exercée sur mon deuxième dès qu'il est né. Et puis après, je me suis fait du coup j'ai suivi des formations certifiantes pour pouvoir exercer aujourd'hui ce métier. Et oui, parce qu'il y a des astuces, mais il y a aussi une adaptation à faire avec l'enfant et puis la compréhension. C'est quoi le sommeil de l'enfant? Pourquoi c'est si important qu'un enfant dorme bien? Alors effectivement, déjà c'est important, comme tu le dis, chaque enfant est différent et le sommeil est très individualisé. Tout le monde ne dort pas de la même façon, comme nous les adultes, il y a des gros dormeurs, petits dormeurs. Chez les enfants, c'est pareil. Donc, il n'y a pas une formule magique abracadabra et le bébé dort. Ça, c'est pas possible. C'est trop facile. Non, ça se passe pas comme ça. Et effectivement, il faut vraiment s'adapter à l'enfant, à la famille, à ce que la famille veut mettre en place aussi, parce que c'est très différent d'une famille à une autre, en fonction des valeurs, des croyances, de ce qu'on veut mettre en place, puis de la maman qu'on est. Si on est plutôt une maman fusionnelle ou plutôt qu'on ait besoin d'un peu plus de distance en tout cas pour le sommeil. Alors le sommeil il est très important puisque déjà il a un rôle sur la santé, donc sur le système immunitaire. Si un enfant dort mal, bien sûr s'il dort mal une nuit c'est pas très grave, mais si il cumule beaucoup de dettes de sommeil, c'est un enfant qui va plus vite tomber malade, qui va attraper tous les virus, nous aussi d'ailleurs en tant qu'adultes. Et puis, le sommeil a une importance, joue aussi sur l'humeur. Donc, un enfant qui est fatigué va être plus grincheux, il va moins bien gérer la frustration. Pleurer plus souvent aussi? Pleurer plus souvent, tout à fait. D'ailleurs, on le voit, il y a les enfants, c'est une marque de fatigue. Lorsqu'un bébé se met à pleurer, frotter ses yeux, s'énerver, souvent c'est qu'ils sont fatigués. Et puis, des études ont montré également dernièrement qu'il y a une hormone de croissance qui est sécrétée durant notre première phase de sommeil. Donc, quand on dort, on grandit. Tout à fait, tout à fait. On emmagasine toutes les informations. Exactement, et tout ce qui est emmagasiné pendant la journée, l'éveil de l'enfant, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vu, va se mettre dans des petites boîtes dans le cerveau pour la mémoire va se consolider durant le sommeil. Ok, oui, parce que nous, en tant qu'adultes, on en a vraiment besoin pour se reconstruire aussi. Oui. Mais l'enfant encore plus, puisqu'il n'a pas fini de grandir, il est en pleine croissance. Voilà. Son cerveau est toujours en train de se développer. Une journée chez un bébé, il apprend 1 milliard de choses. Nous aussi, en tant qu'adultes, on apprend des choses, mais forcément beaucoup moins, vu que on a déjà digéré pas mal de choses à notre âge. Tout à fait. Et selon l'âge, du coup, on a un besoin en sommeil différent. Oui, tout à fait. Il y a des heures de sommeil, alors on parle sur 24 heures, parce que souvent on a envie de parler juste en nuit, alors que chez les tout petits bébés ou chez les tout petits enfants de moins de 3 ans, le sommeil en journée est tout aussi important que le sommeil de la nuit. Donc on parle de nombre d'heures sur 24 heures. D'accord. Et s'il y a un enfant, alors on va parler des bébés principalement, un bébé qui a du mal à dormir en journée, il faut
fermer les volets, faire pas de bruit du tout dans la journée. Ça peut être compliqué à gérer du coup pour les parents. Oui, alors après c'est toujours pareil, ça va dépendre bien évidemment de l'enfant, parce qu'on a vu que du coup le sommeil est personnel, hein, chaque enfant va réagir différemment. Mais c'est vrai que pour des enfants qui sont de nature sensible, qui ont un caractère sensible, c'est-à-dire ils vont vraiment s'attarder au moindre bruit, à la moindre lumière. Pour ces enfants-là, ça va être très important de les mettre en conditions de sommeil. Donc vraiment dans une pièce avec le noir complet, même les petites veilleuses de la clim, du chauffage, de choses comme ça, on essaye de camoufler pour ces enfants sensibles. Bien sûr qu'il y a des enfants pour qui ça ne va pas déranger. Et pareil pour le bruit dans le silence total pour les enfants qui ont du mal avec le bruit extérieur. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus faciles au sommeil et pour qui, au contraire, ça ne dérange pas d'être dans le bruit au milieu de tout le monde. Ils peuvent s'endormir sur le canapé, n'importe où. C'est ça, mais c'est pas une question d'habitude. On me dit souvent, oui, on oblige ton enfant à dormir n'importe où, n'importe quand. Ça va vraiment être une question de sensibilité de l'enfant, du caractère de l'enfant, du tempérament, je cherchais le mot. Après, il y a juste pour les tout petits bébés de moins de 3 mois qui ne connaissent pas encore le rythme circadien, donc ils ne font pas la différence entre jour et nuit. Où là, moi, je conseille quand même que en journée, on les fasse dormir, si c'est possible, avec nous dans le salon, dans la salle à vivre. Ne pas les mettre justement dans le noir total pour qu'ils commencent à faire une différence entre le jour et la nuit. Mais après ces 3 mois, pour allonger les siestes, même le matin pour des enfants qui se réveillent très tôt, vers 5 heures du matin, c'est souvent à cause de la lumière. En fait, les 3 perturbateurs de sommeil principaux sont la lumière, le bruit et la température. Donc, c'est vraiment ces 3 perturbateurs, si on peut y faire attention, ça améliore déjà beaucoup le sommeil des enfants. Donc, il faut faire attention à la chambre, avoir une chambre agréable, une température idéale. Avoir une température idéale ou en tout cas adapter le vêtement de l'enfant. Hein. S'il fait trop chaud, on déshabille. Si au contraire il est dans la clim ou il fait un peu froid, on n'hésite pas de rajouter des couches. La lumière, voilà. Il faut savoir aussi qu'avant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, un enfant n'a pas peur du noir. Donc, on n'hésite pas à mettre le noir complet. Les veilleuses, c'est pour les parents. Mais les enfants, ils n'en ont pas besoin. D'accord. Donc, tout ce qu'on achète avec les petits machins qui bougent dans tous les sens. Jusqu'à 1 an et demi, ça sert à rien pour l'enfant. Au contraire, ça peut perturber son sommeil. Oui. À partir d'1 an et demi, 2 ans, il peut y avoir la peur du noir. Pas chez tous les enfants, donc il faut vraiment attendre de voir si vraiment l'enfant a peur du noir. Et à ce moment-là, oui, bien sûr, on peut mettre une petite veilleuse, quelque chose qui va le rassurer. Mais non, chez les tout petits, donc on ne met pas en place tout de suite nos propres peurs. Voilà, l'enfant va avoir peur du noir. Je lui mets la veilleuse, je lui mets une musique. Ça peut être pratique quand nous, parents, on va dans la chambre, mais non, l'enfant, il n'en a pas besoin, au contraire. D'accord. Donc on est à l'écoute de son enfant, savoir ce dont il a besoin. Et alors, on a les bébés, on a les enfants aussi. Tu as parlé de la peur du noir, il y a les cauchemars, il y a les angoisses. Est-ce que tu as une petite astuce pour favoriser un mieux-être avec cette problématique? Alors, il y a 2 choses, il y a les cauchemars, il y a les terreurs nocturnes. Donc, ce sont 2 choses qui arrivent aux alentours des 18 mois. C'est toujours pareil, il y a des enfants qui n'en font pas, des enfants qui en font plus tard, mais en tout cas, avant 18 mois, ça n'existe pas. La différence entre les cauchemars et les terreurs nocturnes, le cauchemar va se passer plutôt en deuxième partie de nuit, donc bien après, plutôt vers 2-3 heures du matin, 4-5 heures. Là où les enfants rejoignent le lit des parents. Voilà, souvent. En tout cas, quand ils y arrivent, quand ils savent marcher. Les cauchemars, c'est quelque chose où vraiment, ils s'en souviennent. C'est-à-dire que l'enfant va se réveiller, il va vous appeler, il est vraiment réveillé et il a besoin de réconfort à ce moment-là. Donc, on y va, on le rassure. On peut essayer s'il arrive déjà à bien parler et à s'exprimer, le faire parler pour que ça sorte, hein, cette peur. On le rassure forcément par rapport à ce qu'il nous dit. Alors que la terreur nocturne va arriver en première partie de nuit. Et la grande différence, ça peut être très violent. L'enfant peut hurler, peut taper partout, c'est très violent, mais ça ressemble à une crise de somnambulisme. Et en fait, même s'il a les yeux ouverts, il ne nous voit pas. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et surtout, le lendemain, il ne s'en souviendra pas. Donc, les terreurs nocturnes, au contraire, il ne faut pas en parler le lendemain. Parce que l'enfant on va générer en lui une angoisse. Parce que comme il ne sait pas ce qui s'est passé, si on lui dit le lendemain, tu te souviens hier, t'as pleuré, t'as crié, on est venu, il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, j'ai dormi.
Mais c'est très impressionnant des crises de terreur nocturne pour les parents. Donc, comme une crise de somnambulisme, on essaye juste de faire en sorte que l'enfant, on le sécurise en fait, qu'il ne se fasse pas mal en se tapant peut-être sur le mur, voilà. Mais on le laisse se calmer tout seul. On n'essaye pas de le réveiller et ça passe tout seul. Alors que le cauchemar, vraiment, il vaut mieux en parler pour que ça sorte et que voilà, que le sentiment passe. Tout à fait. Donc oui, ça peut être effectivement impressionnant. Oui. Et tu reçois beaucoup d'enfants qui ont des terreurs nocturnes comme ça? Alors les terreurs nocturnes, elles arrivent souvent quand il y a un manque de sommeil durant quelques jours. D'accord. C'est-à-dire un enfant qui est très fatigué va plus faire de terreurs nocturnes qu'en temps normal. Donc souvent c'est juste qu'on essaie de reprendre un petit rythme et après ça passe tout seul. Il n'y a rien à faire en fait sur les terreurs nocturnes. Le cauchemar, si c'est des enfants qui ont tendance à faire beaucoup de cauchemars, alors à moins qu'il y ait vraiment un événement qui fait qu'il y a des cauchemars qui arrivent. Sinon, c'est bien de lui parler un petit peu avant de dormir, de le faire parler en tout cas sur sa journée, sur ce qui s'est passé. Parce que des fois, c'est juste une petite angoisse dans la journée qui s'est passée à l'école, à la crèche, quelque part, qui va revenir dans la nuit. Donc, on n'hésite pas à ce qu'il vit de tout avant de dormir. Et puis, Tout à fait. Il faut savoir aussi que les cauchemars, ça construit aussi un enfant. Oui. Les peurs sont importantes pour savoir. Donc il faut en parler. En tout cas, il faut pas se moquer des peurs de l'enfant, même si pour nous ça paraît des fois dérisoire. Non, voilà. C'est important. C'est très important. Oui, il faut les prendre au sérieux. Non, mais tu sais bien, il n'y a pas de monstre sous le lit. On y va, on regarde, t'as vu, il n'y a pas de monstre et on ferme à clé la maison, tout va bien. Enfin, on rassure, mais on prend vraiment en considération les peurs de l'enfant. C'est important le doudou à ce moment-là? Alors le doudou, c'est pareil, c'est personnel à la famille. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire, en tout cas pour un enfant qui en a besoin, parce que c'est vraiment quelque chose qui va le rassurer, même chez un bébé. C'est durant la nuit, un bébé à partir de 6 mois, quand il comprend que c'est un être à part entière et qui ne fait plus partie de maman. C'est vrai que le doudou, c'est vraiment l'objet sur lequel il va trouver du réconfort quand des fois, le maman, papa, on n'est pas juste à côté. Et durant la nuit, il faut pas oublier que le sommeil, c'est une séparation. C'est une séparation avec le parent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des enfants aussi qui veulent pas s'endormir, parce qu'ils veulent pas faire cette séparation. Donc, pour moi, le doudou est un objet qui aide vraiment à passer ces caps. Après, si on est contre le doudou, bien sûr, on le fait pas, mais ça aide. Si on regarde bien, un enfant dans le ventre de sa maman, il est au contact complet, il entend le rythme cardiaque, il entend les sons. Oui. Et puis du jour au lendemain, on va le mettre dans une pièce à côté, tout seul, dans un lit, on va dire entre guillemets tout froid, parce que maman est agréablement chaude, maman ou papa d'ailleurs. Oui. C'est difficile de lâcher, alors pour la maman, de lâcher son bébé, de le mettre à part, et puis pour le bébé, de se séparer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour les bébés de moins de 3 mois, on n'hésite pas à garder bébé le plus possible, même en journée. Contre nous, c'est pas grave si bébé dort dans un porte-bébé, ils ont besoin de ça, et non, ça ne fera pas des enfants capricieux, gâtés, qu'on ne pourra plus lâcher après. Non, bien au contraire. Au plus on garde l'enfant, d'ailleurs je fais des ateliers spéciaux à enfants de moins de 3 mois, justement pour essayer d'expliquer que au plus on garde son enfant et on répond à ses besoins avant les 3 mois, et en fait il va prendre confiance en lui, et au contraire il va gagner en autonomie par la suite. Alors qu'un enfant qu'on laisserait peut-être plus pleurer en se disant on laisse pleurer, il va s'endormir tout seul. En fait, ça crée des angoisses. Oui, tout ça, voilà. Toutes ces choses-là qu'on peut entendre. Non, ça va créer des angoisses et qui vont, du coup, se répercuter par la suite. Et vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, ça devient plus compliqué, du coup. Oui. C'est sûr que chaque enfant est différent. Si je prends mon expérience, j'ai eu un premier bébé qui ne dormait que sur moi, ne voulait pas dormir dans son lit. Puis un deuxième bébé qui dormait tranquillement dans son lit sans problème. Donc tu as dit avant 3 mois, on s'en fait pas, on écoute l'enfant. Ah oui. Il a besoin d'être dans les bras, il reste dans les bras. Il a besoin d'être seul, on le laisse aussi. Tout à fait. Donc finalement, c'est l'écoute complète. Oui. Il faut se faire confiance. Alors c'est difficile quand on est jeune maman, surtout quand c'est le premier, parce que déjà on entend plein de monde nous dire plein de choses. Tout à fait, on a beaucoup de conseils à prendre, à laisser aussi. Voilà. Mais il faut se faire confiance parce que chaque enfant est différent, chaque maman est différente, et si on sent que
l'enfant a besoin d'être avec nous et que nous, ça nous convient aussi, parce qu'il y a des mamans pour qui c'est difficile de dormir avec le bébé et voilà, c'est OK aussi. Mais en tout cas, si on a envie de le faire, on s'écoute et on fait ce qu'on a envie de faire. Et non, ça fera pas des bébés insupportables après. Donc, tu es peut-être favorable au cododo? Disons que oui. Alors, il faut s'adapter. Disons que si c'est OK pour la famille, il faut y aller parce qu'il y a énormément de bienfaits sur le cododo. Moi, personnellement, je l'ai pas fait, le cododo. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, je suis très favorable. C'est-à-dire que si on veut le faire, je pousse à fond parce que c'est quelque chose de génial, que ce soit pour le lien parent-enfant, que ce soit pour l'enfant lui-même, trouver son sommeil, avoir confiance en ses parents. Il y a plein de choses, il y a plein de bienfaits. Maintenant, moi, c'est un petit peu pareil que toi, mais dans le sens contraire. Ma première fille elle supportait pas de toute façon dormir dans notre chambre. Le moindre bruit la réveillait, donc ça fonctionnait pas. On l'a passée très vite dans sa chambre. Et elle a tout de suite bien dormi, fait ses nuits. Donc, il faut vraiment s'adapter. Ça, c'est un bébé idéal, hein, attention. Oui, ils sont pas tous comme ça. Non, c'était la première. Le deuxième n'a pas été comme ça. J'ai galéré aussi. Donc oui, non, ils sont différents. Mais voilà, le deuxième avait plus besoin de proximité. Et du coup, on s'est adapté à ça aussi pour le deuxième. Donc, il faut vraiment s'adapter à son enfant et faire comme on a envie de le faire en écoutant. Sans écouter la voisine, la belle-sœur, la tati, la sœur, tout le monde. C'est sûr que voilà, on est baigné par tout un tas de conseils. Oui. Maintenant, voilà, être à l'écoute de son enfant et savoir ce dont il a besoin vraiment. Ouais. Puis dans la société occidentale, c'est vrai qu'on est très sur l'autonomie très rapidement, l'indépendance très rapidement, alors que il y a des années de ça, on dormait tous en famille, tous ensemble. Il y a même encore des peuples qui dorment tous ensemble dans la même chambre et dans certains pays d'Afrique où les bébés ne pleurent pas en fait, parce que tout le monde s'occupe de bébé et tout le monde a le bébé à bras finalement. Les mamans, elles ont tout le temps le bébé sur elles. On est en portage H24. L'enfant n'est jamais posé dans un endroit. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention. Je dis pas qu'il faut. On a aussi une vie, il faut voilà. Mais en tout cas, il faut pas s'empêcher de le faire si on a envie de le faire et qu'on en a la possibilité. Super. Alors, quelquefois, on a l'impression que notre enfant dort, il chigne la journée, il est pas bien, il y a quelque chose qui va pas. En dehors de ces signes-là, est-ce qu'il y a d'autres signes qui montrent que cet enfant-là a besoin de plus de sommeil? Alors, déjà, il y a des signes qui vont montrer quand il va falloir coucher l'enfant. Parce que c'est important, en fait, de trouver le bon moment pour faire dormir un enfant. Parce que alors, on prend souvent le sommeil, le sommeil est souvent imaginé par un train. Donc, j'explique souvent ça comme ça. C'est comme si on arrive à la gare. Si on arrive à la gare trop tôt, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le train passe. Donc, si on couche notre enfant trop tôt, l'enfant, il va pas dormir. Donc, on va avoir l'impression de passer des heures à l'endormir, mais c'est juste qu'on l'a couché trop tôt. Si on arrive à la gare trop tard, le train, il est passé, on attend le suivant. Mais ça va être la même chose. Si on en a couché notre enfant et qu'il était déjà trop fatigué, il n'arrivera pas à s'endormir. Ça marche pas de coucher tard l'enfant pour qu'il dorme plus longtemps. On peut essayer l'astuce. Non, c'est pas bon. OK. Ça ne marche pas. Et en plus, on va passer souvent plus de temps à l'endormir parce qu'il est trop fatigué, donc il est énervé, il est agacé. Il a son taux de cortisol qui est déjà trop monté. Et le taux de cortisol, c'est le stress, l'hormone du stress. Et du coup, il va avoir plus de mal à s'endormir. Donc, il faut arriver à la gare au bon moment pour juste monter dans le train du sommeil et que l'enfant s'endorme rapidement. On dit que le temps idéal d'endormissement, c'est 20 minutes. Et du coup, pour savoir à quel moment endormir son enfant, il faut essayer de repérer les signes de sommeil. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a les pleurs. Quand il commence à s'agiter, à être grincheux, il va frotter ses yeux, il va bâiller. Il y a d'autres signes qui sont un peu plus moins évidents et on a des taches qui vont apparaître au niveau des sourcils, des taches un peu rouges, un peu on va avoir les yeux tout brillants. Puis alors après c'est des bébés qui mettent le pouce ou le doigt dans la bouche, il y a tous ces signes-là. En tout cas, on apprend de toute façon à connaître notre bébé, on apprend à voir à quel moment ça y est, là on est dans la période critique et du coup il faut le coucher vraiment tout de suite, même si on a l'impression que c'est pas le moment parce que d'habitude on le couche n'importe quoi à 19h. Aussi, voilà, nous on a notre timing. Voilà. Puis non, on va attendre 19h30 parce que si on le couche avant 19h30, il va se réveiller trop tôt. Non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, bien souvent les familles qui m'appellent parce que les enfants se réveillent trop tôt le matin,
je leur dis, couchez-les encore plus tôt et ils se réveillent plus tard. Donc, oui, on aurait tendance à faire l'inverse, en fait. Oui. Hein. Ouais. C'est une histoire c'est le taux de mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui a tendance à chuter aux alentours de 5 heures du matin. Et lorsqu'on dort, en fait, il y a des cycles de sommeil. On reprend notre image du train, donc il y a des wagons. Et entre chaque wagon, il va y avoir des micro-réveils. Chez nous aussi, d'ailleurs, mais nous, on s'endort tout de suite, on s'en aperçoit pas. Chez l'enfant, des fois, il va avoir du mal à passer ces wagons, donc ces micro-réveils. C'est d'ailleurs à ce moment-là que souvent il nous appelle et on doit y retourner pour le bercer, lui faire un câlin, remettre la sucette, faire tout ce qu'on a à faire, une dernière tétée, pour le rendormir. Et si du coup ce micro-réveil arrive aux alentours de 5 heures du matin, il va avoir du mal à se rendormir parce que l'hormone du sommeil est déjà trop basse. Donc, l'idée, c'est qu'il fasse son micro-réveil peut-être 1 heure avant, donc plutôt vers 4h, 4h30 du matin. Comme ça, à 5h, il est encore dans son train de sommeil et du coup, il va se réveiller plutôt vers 6h30, 7h. Donc, souvent, c'est qu'il faut endormir plus tôt le soir pour qu'il dorme plus tard la nuit. Très bien. Et donc, j'imagine, bébé, enfant, on va pas avoir la même chose. Un enfant va peut-être plus avoir la capacité de faire un rituel pour s'endormir à une heure précise et avoir l'habitude de ce rythme-là. Oui. Alors, c'est sûr qu'avant 4 mois, il n'y a pas vraiment de rythme. C'est ce qu'on disait. De toute façon, ils font pas la différence entre jour-nuit. Donc, il n'y a pas vraiment de rythme. On fait à la demande. Hein, quand on sent qu'ils sont fatigués, on les met dans un espace de sommeil, que ce soit avec nous ou pas. À partir de 4 mois, on peut commencer à installer un rythme et du coup des rituels. Enfin, même le rituel, moi j'ai tendance à dire qu'on peut le faire dès la naissance. Alors, ça va pas être les mêmes rituels bien sûr qu'après chez l'enfant plus grand, mais on peut commencer à tamiser la lumière, à aller dans la pièce où on va dormir pour commencer à préparer. Attention, là ça va être la nuit. Puis plus grand, chez les enfants peut-être de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, c'est bien effectivement de mettre toujours le même rituel en place, d'une durée idéale de 20 minutes. Plus, ça sert à rien. D'accord. Ça sert à rien d'y rester 1 heure dans la chambre. Mais voilà, un rituel, alors ça va être des moments où on s'apaise. Donc, pour les plus grands, il peut y avoir une histoire, il peut y avoir une petite chanson. Pour les plus petits, ça peut être un petit massage, vraiment quelque chose. On n'hésite pas à remplir le réservoir affectif, comme je dis. Tout à fait. Donc, on touche l'enfant, on fait des câlins pour que justement on ait le réservoir à fond et que toute la nuit ils tiennent sans nous pour pouvoir dormir. Donc, vraiment un moment de tendresse et de calme. C'est un moment important. Oui. Il faut savoir aussi que la plupart des mamans, des papas travaillent, donc c'est le seul moment, entre guillemets, qu'on va pouvoir passer calme. Ouais. Quand on rentre de la crèche ou de l'école, on a le goûter, on a le repas, on est speed, il y a les devoirs pour certains, le bain, il faut tout faire avant de se coucher. Il faut profiter de ces 20 minutes où on est complètement libre, sans téléphone, sans rien. Exactement, vraiment pour à être à l'écoute. D'ailleurs, c'est important, je rebondis là-dessus, on sort un peu du sommeil, mais c'est pas tant la quantité d'heures qu'on passe avec un enfant qui est important, c'est vraiment la qualité. Tout à fait. Il vaut mieux passer 3/4 d'heure dans la journée, mais à 200% avec l'enfant, et comme tu dis, sans téléphone, sans faire quelque chose à côté, que de passer la journée avec l'enfant, mais que finalement on n'est pas avec eux, parce que on est en train de cuisiner. Oui, c'est joli ce que tu fais, mais on n'est pas vraiment avec eux. Alors vraiment, de passer un temps. Le rituel peut être fait par la maman, le papa, une autre personne. Par contre, il doit être fait normalement à la même heure, dans le même ordre, et que ce soit tout le temps la même chose. Même si c'est pas la même personne, ça sécurise vraiment l'enfant pour le préparer à la nuit. Tout à fait, pour qu'il soit un petit peu plus autonome quand il aura à le faire tout seul. Et si on peut terminer le rituel justement par une habitude autonome, comme tu dis, c'est-à-dire que l'enfant s'endort seul, c'est ce qui va faciliter après la nuit quand il se réveille pour se rendormir tout seul. Si on termine un rituel, je parlais plutôt des plus petits. Je parle pas des moins de 3 mois. Moins de 3 mois, vraiment, on est avec eux, on fait tout ce qu'on veut. On s'adapte à eux. Après, vers 6 mois, si on termine un rituel, par exemple, pour les mamans qui allaitent, par une petite tétée de confort qui va juste l'endormir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il va se réveiller lors de ses micro-réveils la nuit, il risque de redemander de la même façon dont il s'est endormi au départ.
Donc, si c'est en lui donnant le sein, il va réclamer le sein. Et ça sera maman, bien sûr. Voilà. Papa joue pas à ce moment-là. Donc après, si c'est OK pour la maman, il n'y a vraiment pas de problème. S'il y a des mamans, ça les dérange pas du tout, on remet au sein, tout le monde se rendort au bout de 5 minutes et c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais il faut le savoir, que si on l'endort comme ça, quand il va se réveiller, c'est ça qu'il voudra. C'est une habitude qu'on a mis en place. Exactement. Et c'est une habitude, du coup, ce qu'on appelle un triqué, où il demande la présence d'un adulte. Si on les endort en les berçant, ça sera la même chose, il aura besoin d'être bercé. Si on les endort en laissant une petite musique, quand la musique elle va s'éteindre et qu'ils vont se réveiller la nuit, il va vouloir la petite musique. Donc, il faut juste le savoir. On a mis un programme dans son enfant. Exactement. Il faut le savoir. Et ils veulent refaire, voilà. Après, tout est changeable. Ouais. Donc, une habitude, ils passent d'une habitude à une autre très facilement, les enfants. Donc, il n'y a pas de souci pour changer les habitudes. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'un réservoir d'amour à remplir. Est-ce qu'il faut que la journée de l'enfant soit aussi chargée pour pouvoir justement être, on va dire, fatigué, à plat pour pouvoir dormir? Pas forcément. On dit que la journée idéale de l'enfant, pour un enfant, c'est pas grave si c'est pas tous les jours comme ça, mais effectivement, l'enfant aura besoin quand même de passer du temps dehors. Alors, il y a un petit mot qui s'appelle le DABAS. Donc, c'est le D pour dire qu'on passe du temps dehors. Le A pour dire qu'il y a du temps d'apprentissage. Donc, d'éveil, même chez les bébés, hein, l'apprentissage, ça va être, on met un petit mobile au-dessus de la tête, ça va être des nouvelles lumières, enfin, tout est éveil, en fait. Et puis, toutes les étapes de développement. Voilà, tout à fait. Ramper, à quatre pattes, etc. Exactement. Mais après, du coup, il y a le B, donc de bouger. Donc, on n'hésite pas à effectivement faire bouger notre enfant. On essaye de ne pas le mettre sur les écrans toute la journée. Oui. Qui d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Voilà, OK. Mais voilà, on essaye de les faire se dépenser, même s'il pleut dehors, on met la musique à l'intérieur, on les fait sauter partout, mais ils ont besoin de se dépenser, hein. C'est des boules d'énergie quand même, donc il faut que ça se libère. Donc j'avais dit DABAS, D-A-B, et là on est au deuxième A, donc c'est l'amour, donc on donne de l'amour forcément. Au plus on donne de l'amour, au plus l'enfant il a une grande capacité d'estime de soi, de confiance en lui, et ça va l'aider pour tout dans la vie, mais effectivement, ça a un gros impact pour le sommeil. Et puis, il y a le dernier, c'est le S, c'est la sécurité, parce que on sécurise l'enfant. Il faut que l'enfant comprenne qu'on est là pour lui, que s'il y a un problème, on est là, qu'il n'a pas à avoir de peur, en tout cas, dans la maison, dans le foyer. Il faut qu'il sache qu'il a confiance en nous et que s'il nous appelle, s'il a besoin de quelque chose, on répond à cet appel pour qu'il se sente en sécurité. Et ça aussi, ça va aider sur le sommeil de la nuit. Très bien. Donc oui, une journée chargée, mais pas forcément trop. Pas trop, non, voilà. Pas une journée de qualité, exactement. En fait, Pas trop de stimulation non plus. On n'en fait pas d'état, mais on essaye, voilà, de varier un petit peu et d'être présent pour lui. Mais oui, parce qu'on dit souvent un bébé qui sort de la maternité, on va avoir beaucoup de visites, les gens vont passer. On dit souvent que l'enfant, après ces journées-là, il ne dort pas. C'est compliqué. Beaucoup de stimulations vont nuire à ce sommeil. Le bébé, il apprend tout. C'est-à-dire que quand il vient de naître, le moindre bruit, c'est quelque chose de nouveau. La moindre lumière, la moindre voix. En plus, il voit pas il voit pas comme nous, on voit en tant qu'adulte. Donc, tout va être nouveau, tout va être quelque chose qu'il faut assimiler. Et donc, trop de choses, effectivement, souvent, ça sort en fin de journée. C'est ce qu'on appelle les pleurs de fin de journée. Il y a beaucoup de pleurs, les pleurs de décharge. Et effectivement, au plus il y aura de la stimulation la journée, au plus il va falloir se décharger. Du coup, les écrans, on a parlé tout à l'heure des écrans, il va y avoir un impact assez important sur le sommeil, que ce soit pour les petits que pour les grands. Oui. En fait, les écrans, il y a la lumière bleue qui empêche le taux de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, de se développer. Donc, notamment les écrans, si on prend les préconisations, moins de 3 ans, normalement, c'est 0 écran. Je dis normalement parce que l'idée, c'est pas de culpabiliser les mamans. On fait tout comme on peut aussi. Oui. On sait que surtout si on est maman solo et qu'on doit gérer le repas, tout ça, il y a peut-être un écran qui passe par là. Mais c'est vrai que si on peut éviter les écrans, c'est vraiment important, non seulement pour le sommeil, mais même pour le développement du cerveau de l'enfant. Chez les tout petits, moins de 3 ans, on essaye vraiment d'éviter. Bien évidemment que si on regarde un écran une fois parce que
fait un voyage en avion et qu'il y a 8 heures d'avion et que voilà, il faut bien voilà, quitter, sur des temps vraiment très ponctuels, bon, on culpabilise pas, mais on essaie quand même de pas mettre ce système-là au quotidien. Et pour les plus grands, ça sera surtout un impact sur les écrans qui vont être mis en place à partir de 17 heures, où vraiment ça va faire chuter l'hormone du sommeil et du coup ça peut engendrer alors soit des réveils nocturnes, soit un endormissement beaucoup plus tardif. En tout cas, ils vont avoir du mal à s'endormir, ils vont se réveiller la nuit ou ils vont se réveiller beaucoup plus tôt le matin. Mais en tout cas, il y a un vrai impact sur le sommeil. Et effectivement, c'est important de le savoir puisque le sommeil, on l'a dit tout à l'heure, va aider l'enfant à se développer son cerveau, développer la mémoire, ranger les informations. Donc, c'est un moment très important. J'en viens jusqu'aux ados. Je sais que tu travailles avec les enfants jusqu'à 7 ans, mais un petit point sur les ados, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a les jeux vidéo, on a les écrans en tous sens, les téléphones, tout ça. Dur à un ado de lui dire à 17 heures stop. Oui. C'est très difficile. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que les adolescents aujourd'hui, ils dorment très peu, beaucoup moins que ce qu'il ne faudrait. Donc après, il va y avoir un impact sur la scolarité. On sait qu'ils vont se réveiller super tard. Moi, j'ai 2 ados à la maison, donc pendant les vacances, c'est du midi, 14 heures. Voilà, c'est difficile parce que ils sont dans un rythme de vacances, certes, mais ils ont aussi plus d'écran puisque ils se font plaisir. Il faut à un moment donné dire stop et leur expliquer vraiment à quoi sert leur sommeil. Oui, exactement. Parce que vraiment, du coup, plus grand, ado, mais du coup, examen scolaire, il y a tout ça avec et ça peut vraiment, ça peut mettre en échec la scolarité. Si on part dans les extrêmes, bien sûr, mais on a des ados qui dorment 4 heures la nuit, c'est pas possible. Ça. Tout à fait, tout à fait. Du coup, les adultes, c'est pareil. Pareil. Chers parents. Et nous, pareil, effectivement. Moi, la première, j'aime bien allumer la télé avant de dormir. Je dors très bien, donc j'ai envie de dire que ça n'a pas d'impact sur mon sommeil, mais là, c'est toujours pareil. Si on sent qu'en plus, on est de nature à avoir peu de sommeil ou à se réveiller souvent la nuit, à moins bien s'endormir, oui, nous aussi, on a un impact sur les écrans. Tout à fait, tout à fait. Donc, attention aux écrans, c'est très, très important. Et juste, je voulais faire une petite parenthèse, parce que du coup, on parle des écrans, parce qu'il y a de la lumière bleue qui est renvoyée. Pour les enfants, les bébés, tout à l'heure, on parlait de veilleuses. Si on met des veilleuses, on évite aussi la lumière bleue. Et pourtant, beaucoup de veilleuses sont bleues. Oui, donc on part plutôt sur des veilleuses. Il y a des veilleuses rouges, il y a des veilleuses qui changent de couleur. Mais c'est que vraiment, la lumière bleue, cette couleur bleue, c'est ce qui va empêcher l'hormone du sommeil de bien se sécréter. D'accord, donc attention. La lumière bleue. Okay. Toutes les lumières bleues. Ça marche, oui, parce qu'on peut se dire c'est la lumière que reflète l'écran, mais en fait non, c'est simplement c'est qu'en fait l'écran, on a l'impression que ça a plein de couleurs, mais c'est une lumière bleue qui est renvoyée, et du coup, une veilleuse bleue, ça fait aussi le même effet. D'accord, mais une petite astuce à connaître. Dernière petite question, on va parler aussi d'alimentation. Oui. Certains enfants vont avoir du mal à digérer pendant la nuit, donc une alimentation à... L'alimentation, elle fait partie de la journée idéale, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'un enfant qui va manger... alors, on parle plus bébé, on va parler d'un enfant qui commence déjà à manger ses purées. Un enfant qui mange bien, qui mange à des heures normales, variées, comme il devrait... Son sommeil sera forcément facilité par rapport à un enfant qui mange très peu, même un bébé qui tète très peu ou qui prend très peu de biberon. Il va forcément se réveiller. Forcément, la nuit, il va se réveiller. On dit que jusqu'à 6 mois, l'enfant peut réclamer à manger la nuit, donc son biberon, sa tétée. Jusqu'à 6 mois, c'est normal. C'est une moyenne. Si on a 7 mois, on s'inquiète pas. Et il y en a à 4 mois, c'est réglé. C'est les chanceux. Mais vous savez que si on a déjà 1 an et demi, qu'on réclame toujours des biberons la nuit, normalement, hormis s'il y a une alimentation qui n'est pas bonne en journée, mais normalement, si un enfant d'1 an et demi, 2 ans réclame un biberon la nuit, c'est que c'est du confort, c'est pas de l'alimentation réelle. Donc là, c'est une habitude. C'est comme un doudou. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est une habitude qu'il a prise et du coup, ce n'est plus une alimentation réelle.
Est-ce qu'il y a des aliments à éviter complètement pour ces enfants-là qui sont sensibles, peut-être? Alors, les pédiatres, maintenant, disent pas de protéines le soir. Parce que du coup, ça prend... Enfin, on a plus de mal à le digérer. Et effectivement, ça peut nous empêcher un petit peu de dormir. Enfin, voilà, ça travaille un petit peu plus. À part les protéines, non. On essaye de... Le sucre, peut-être? Oui, pardon, le sucre, bien évidemment, oui. J'attendais que... Oui, tout à fait, oui. C'est tellement évident que oui, non, pas le sucre. Oui, alors le sucre, oui, on évite le plus possible. C'est pareil, c'est comme les écrans après 17 heures, plus de sucre. Ouais. Donc dans le sucre, on peut même retrouver les pâtes. Oui, parce que le sucre, il y a du sucre déguisé aussi. Voilà, exactement. Le sucre n'est pas que le bonbon, c'est aussi dans certains aliments. Et effectivement, tout ce qui est pâtes ou même les sauces, les ketchup, les choses comme ça, on évite le soir. Toujours pareil sur des enfants où on sent que c'est déjà... Quand c'est déjà difficile, quand l'enfant s'endort facilement, pas besoin de le priver forcément. S'il n'y a pas de problème, on crée pas de problème. Mais effectivement, ça vaut le coup de faire attention à ces petits détails quand on a déjà un enfant qui a des difficultés à s'endormir ou à passer une nuit entière. Donc c'est bien de faire un petit bilan, de voir des professionnels quand vraiment on voit que cet enfant a besoin de dormir, qu'il n'y arrive pas, qu'il est grincheux. Il y a des enfants qui s'endorment à l'école, clairement. Manque de sommeil, c'est pas forcément que le parent a couché tard l'enfant, mais aussi que la nuit peut être compliquée. Les cycles de sommeil peuvent être compliqués, donc il faut régler ça rapidement. C'est vraiment important, le sommeil est tout aussi important, voire plus que l'alimentation finalement. Les deux sont importants, bien sûr, mais c'est vrai que le sommeil a vraiment un impact sur notre journée, sur notre réveil, sur notre développement. On a besoin de dormir, c'est vital. Tout à fait. Imaginez, vous, en tant qu'adulte, on vous prive de sommeil. Faire la journée de travail derrière, ça peut être compliqué. Donc, il faut savoir qu'un enfant à l'école, c'est sa journée de travail quand il va à l'école et que c'est très difficile pour lui de se concentrer s'il n'a pas dormi, tout simplement. Même pour les relations avec les autres. Faire des relations, jouer avec les autres, jouer calmement, sans qu'il y ait de bagarre, d'arrachage de jeu. Tout à fait, s'énerver, c'est aussi un signe de manque de sommeil. Il faut savoir aussi que même à l'école, comme tu le disais, le sommeil a un impact sur la relation avec les autres. Donc, un enfant qui va souvent se chamailler, s'énerver facilement avec les autres enfants, c'est peut-être aussi parce qu'il manque de sommeil. Exactement. Et puis, il faut pas oublier aussi que le manque de sommeil peut être un symptôme d'autres choses, de pathologies comme des enfants hyperactifs, des enfants en manque de concentration. C'est aussi souvent dû à des problèmes de sommeil, mais inversement. Donc, il faut pas hésiter à consulter. Le sommeil est très, très important, on l'a dit, pour la construction du cerveau, pour le développement même de l'enfant. Un enfant a besoin de sommeil comme un adulte a besoin de sommeil pour être au maximum de ses capacités, on va dire. C'est physique, hein. On a besoin de dormir, on a besoin de bien dormir. C'est juste s'allonger n'est pas un sommeil, faire la sieste n'est pas un sommeil. Donc, encourager les enfants à dormir correctement, leur donner des atouts pour bien dormir, une chambre bien soignée, une lumière douce, de l'affection. Je résume un petit peu les bases. On peut se rapprocher de toi. Tu coaches aussi les parents à la maison? Tout à fait. Donc, j'accompagne les familles qui souhaitent améliorer le sommeil de leurs enfants et leur propre sommeil, du coup. Et effectivement, je dis toujours bien dormir, c'est un cadeau pour la vie parce que quand on a une bonne relation avec le sommeil des petits, souvent nos adolescents, après nous en tant qu'adultes, on dort aussi, on a un meilleur sommeil et comme on l'a dit, c'est vraiment vital de toute façon à tout âge. Donc oui, j'accompagne les familles. Toutes les problématiques qu'on a pu voir, des enfants qui se réveillent beaucoup la nuit, des enfants qu'on doit accompagner pour s'endormir pendant des heures et des heures, des enfants qui nous rejoignent dans la nuit, des enfants... tout ça, il y a des solutions pour tout, en respectant bien évidemment, beaucoup de bienveillance et en respectant les besoins de l'enfant et de la famille. Mais il y a vraiment des solutions à mettre en place, donc il faut pas rester dans son coin à subir et à se dire... vers 5 ans, c'est bon, il va dormir, je pourrai dormir. Non, ne subissez pas parce qu'il y a des solutions vraiment à mettre en place. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces astuces. N'hésitez pas à suivre donc Au Lion d'Or, c'est ça? Oui. Ok, on te trouve sur Internet? Sur Instagram aussi, Au Lion d'Or.
D'ailleurs, sur Instagram, je mets beaucoup de petits conseils, de petits tips comme ça sur le sommeil qu'on peut retrouver. Super. Donc, au lit, on dort. C'est bien ce que j'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour une prochaine émission.